Je m'appelle Marie-Laure Brunet. Alors j'ai fait du biathlon pendant une dizaine d'années. Je suis double médaille olympique. J'ai aussi 9 médailles mondiales et 34 podiums en Coupe du Monde. Et ce que je retiens de ma carrière de haut niveau, c'est à la fois d'être très haut, avec ces médailles olympiques à l'âge de 21 ans, mais aussi d'être très bas, puisque j'ai terminé ma carrière en burn-out à Sochi en 2014. Et en fait, tous ces moments-là m'ont permis de pouvoir me poser les questions sur qui je suis vraiment, qu'est-ce qui est important pour moi. Et c'est ce qui m'a aidé aussi, en fait, malgré que ça a été difficile, hein, je ne peux pas dire que ça a été une période facile à vivre, mais c'est vrai qu'après mon burn-out à Sochi, j'étais obligée de me poser les vraies questions, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce que j'ai envie, quel sens j'ai envie de donner à ma vie. Et ça m'a amené à arrêter ma carrière à l'âge de 25 ans, ce qui est assez tôt quand même dans un sport comme le biathlon, qui est un sport de maturité. Et je me suis orientée vers l'accompagnement mental des athlètes de haut niveau, mais aussi des staffs. Et j'interviens aussi en entreprise. Les moments forts déjà, c'est quand j'ai décidé de faire du biathlon. Parce que j'étais pas du tout, alors, il y en a beaucoup qui disent ça, mais j'étais pas prédestinée à être une olympienne. Et en fait, c'est en voyant Raphaël Poiré, qui a aussi œuvré pour l'association qui œuvre, c'est en voyant Raphaël Poiré à la télévision que je me suis dit mais c'est génial ce sport, je fais déjà du ski de fond, j'ai plus qu'à me mettre au tir et je vais faire du biathlon. Et donc en fait, ce jour-là, il y a une petite graine qui s'est plantée en moi et après à partir de là, j'ai tout mis en place pour aller vers mon rêve. Donc ça a été vraiment une étape clé. Heureusement, j'ai aussi eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenue dans mes projets, même si vraiment de manière rationnelle, on aurait pu douter de la qualité, on va dire, du projet que je présentais à l'âge de 14 ans. Et, et la deuxième étape clé, ça a été de quitter mes Pyrénées natales pour aller dans le Vercors, justement pour intégrer un ski-études, pour permettre de m'entraîner dans de bonnes conditions et de progresser. Et à partir de là, c'était bien lancé. Et puis, du coup, je me souviens des mondiaux en 2008 où j'étais encore junior. Et donc, c'était les mondiaux avec les seniors. Et ce jour-là, on fait une médaille par équipe. Et du coup, là, ça a été vraiment la première médaille mondiale où je me suis dit, OK, en fait, tout est possible et let's go, quoi. Donc, les médailles olympiques, c'était top. Mais c'était plus la concrétisation de mon rêve de gamine, quoi. Mais je le voulais tellement que voilà, c'était plus un soulagement qu'une surprise. Par rapport à la retraite, la difficulté que j'ai eue, c'est que pendant ma carrière, en fait, j'avais la croyance que penser à l'après-carrière, c'était comme me mettre un pied dehors. Et au moment où je courais, on n'était pas très encouragé à suivre des doubles projets. Donc j'ai quand même fait un DUT technique de commercialisation en parallèle de ma carrière. Mais après, c'est vrai que je ne suis pas allée plus loin. Et parce que j'avais la croyance qu'il fallait que je m'investisse à 100% dans mon sport et rien que dans mon sport. Ce qui pour le coup était une erreur, mais ça je l'ai compris après coup. Et du coup, moi finalement, l'après-carrière, je l'ai vraiment considéré au moment où j'ai décidé d'arrêter ma carrière et de pouvoir me projeter vers autre chose. Mais à refaire, ouais, je ferais vraiment différemment. J'ai une vision d'un accompagnement global et systémique des athlètes. Je fais en sorte qu'ils soient vraiment dans une vie qui soit équilibrée, pour après générer de la performance. Et le double projet, penser à la reconversion, c'est aussi bien souvent pour des athlètes un moyen de se rassurer et d'assurer le futur. Et donc ça les amène aussi à être plus performants en compétition. Mais il y a encore beaucoup de systèmes qui ne l'envisagent pas comme ça. Quand un athlète vient me voir, je ne le considère pas comme un athlète, je le considère comme une personne à part entière en explorant toutes les dimensions de sa vie. Et en fait, je vais plutôt l'amener à avoir une meilleure connaissance de soi, savoir comment il fonctionne, pour après aller vers des schémas de performance qui lui correspondent, qui lui soient propres et surtout qui soient respectueux de toute la dimension de l'intégrité physique et morale. Je me suis sentie à l'arrêt de ma carrière, à la fois j'ai comme si la vue s'était ouverte à 360 avec beaucoup de possibilités. Ce qui donne, il y a un petit côté enivrant et sympa parce que ça ouvre les perspectives, mais à la fois c'est un peu terrifiant parce que c'est difficile de faire des choix et de s'orienter vers des projets. Et donc rapidement, j'ai mis un système en place. Le premier, ça a été de faire une thérapie
pour comprendre qu'est-ce qui m'avait permis d'atteindre le très haut niveau jeune, mais aussi quelles avaient été mes limites et comment je m'étais retrouvée en burn-out à 25 ans, quoi. Ça, c'était la première chose. Après, j'ai rassemblé un petit comité de personnes importantes pour moi, où justement il y avait un directeur de communication d'un de mes partenaires, mon conseiller en communication et en image, et une autre personne qui était importante pour moi. Et du coup, je leur ai posé la question: comment vous me voyez dans 10 ans? Et en fait, de faire cet exercice-là, ça m'a aussi aidé à prendre du recul et me rendre compte que grâce à ma carrière d'athlète, j'avais développé beaucoup de compétences qui pouvaient être réexploitables en dehors. Et que en fait, je ne savais pas juste pousser fort sur des skis et tirer à la carabine, quoi. La plupart des athlètes de haut niveau sont aussi des chefs de projet et des chefs d'entreprise, puisqu'il y a aussi tout un aspect économique. En fait, on est souvent à la tête d'une société et qu'il faut faire tourner, parce que ça nous permet de pouvoir vivre de notre sport et de pouvoir financer nos carrières. Donc en fait, il y a plein de dimensions qu'on développe, mais on n'en a pas conscience. À l'arrêt de ma carrière, déjà, j'ai vraiment ressenti physiquement que j'étais droguée au sport. Tout simplement parce que quand on s'entraîne autant d'heures que ce que font les athlètes de haut niveau, en fait, on sécrète beaucoup d'hormones et si on arrête brutalement, en fait, ça peut vraiment nous faire sombrer dans des états de dépression. Et donc ça, je l'ai vraiment senti. Donc j'ai compris qu'il fallait que je me désentraîne, qu'il fallait pas que je passe de beaucoup à rien. Après, j'adore le sport et j'adore être en nature, donc naturellement, c'est des choses que j'ai continué à pratiquer, mais j'ai baissé mon volume d'entraînement petit à petit. Et puis, par rapport à mon rapport au corps, en fait, j'ai fait quelque chose qui était assez intéressant. J'ai commencé par déconstruire. Donc, je me suis déjà, dans mon quotidien, je me posais la question de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, chose que je n'ai pas fait pendant ma carrière. Je ne m'écoutais pas beaucoup. Et déjà, de me poser cette question à la fois sur comment j'avais envie d'occuper mes journées, mais aussi ce que j'avais envie de manger, par exemple. Et ça m'a aidé à me reconnecter à mon ressenti. Donc, c'était aussi en fait de tout déconstruire pour juste être un peu plus dans le ressenti et la spontanéité plutôt qu'en mode robot comme je l'avais été pendant des années. Et en fait, de faire ça, ça m'a aidé. Et du coup, mon rapport à la nourriture, au corps et tout ça, en fait, il s'est fait naturellement. Parce que quand on va bien dans sa tête, le corps, il suit, quoi. La force et la vertu d'un athlète de haut niveau, c'est qu'on essuie beaucoup de plâtre avant de vivre des émotions agréables. Donc en fait, nous, c'est notre quotidien de dire ok, ça fonctionne pas, hop, c'est des tests, essais, erreurs, je recommence. Ah tiens, là j'ai trouvé quelque chose, ça a l'air de fonctionner, enfin je valide. Cette étape-là, elle était clé dans ma vie, hein. J'avais conscience que c'était vraiment un virage qu'il fallait que j'arrive à bien négocier. Et moi, je suis plutôt de nature optimiste. Donc, en fait, je me suis dit, j'ai plutôt la capacité de rebond dans le sens où je me dis que tout ce qui arrive, c'est pour quelque chose de mieux. Donc, en fait, je l'ai pris dans cette dynamique-là et je l'expérimente depuis maintenant 14 ans que j'ai arrêté. Non, 10 ans. 10 ans que j'ai arrêté. C'est qu'en fait, en étant positive, ça nous met des personnes sur notre route, des rencontres, des choses. Et en fait, ça se fait bien, quoi. J'ai fait beaucoup, j'ai demandé des rendez-vous avec des chefs d'entreprise autodidactes qui avaient réussi. Et donc, je suis allée faire des déj comme ça pour m'inspirer de ces personnes et en me disant que c'est pas parce que j'avais pas fait une grande école de commerce ou je sais pas quoi que voilà. Et en fait, ça m'a aidé aussi moi à me construire et à me rassurer sur le fait que, en fait, du moment où j'étais décidée, j'étais capable de mener n'importe quel projet. En fait, j'ai eu du soutien, mais finalement, c'est des personnes que je suis allée chercher. Donc, c'est des personnes, j'ai eu du soutien parce que j'ai eu cette lucidité et cette maturité de m'entourer, mais très peu soutenue par la fédération, voire pas du tout. Donc, en gros, j'ai été soutenue parce que j'ai demandé de l'aide, mais il n'y a pas grand-chose qui est venu. Par contre, heureusement, il y a des assos quand même qui m'ont aidé financièrement pour notamment ma formation d'accompagnatrice mentale. Enfin, voilà. Donc il y a quand même heureusement des assos qui existent. Et parce que je trouve que les organisations ne prennent pas toujours la mesure de leurs responsabilités sur ce sujet-là.
Il y en a plusieurs. Ben, si, en fait, il y a Dominique Locatelli qui est ici, qui en fait qui a eu beaucoup d'importance. Alors, il y en a eu d'autres, mais Dom, il m'a aidé. Je pense qu'il m'a mis aussi à des endroits à faire des rencontres, et notamment avec Guillain, qui a été quelqu'un qui a été important dans ma carrière parce qu'il m'a embauché dans sa start-up en même temps que je me formais et il m'a créé un poste. Et derrière, ça m'a permis de pouvoir me former, me lancer dans l'accompagnement, dans le coaching, alors pour le coup en entreprise, pour après prendre mon envol et vraiment aller vers le projet que j'avais défini. Dans des périodes compliquées, moi ce que je trouve intéressant, c'est quelque chose de très simple, mais c'est de se remémorer chaque soir avant de s'endormir 3 moments positifs de notre journée. Mais ça peut être vraiment des petites choses. C'est l'oiseau que j'ai entendu en ouvrant ma fenêtre, c'est le café que j'ai pris avec un rayon de soleil sur le visage. Enfin, voilà, faut pas aller chercher des trucs de fou, mais c'est aussi en fait être juste gratifiant de ce que la vie nous offre au quotidien. Et notamment quand on a eu des carrières exaltantes avec voilà, des succès, on croit qu'il n'y a que l'effet waouh qui existe. Hein. Et en fait, le bonheur, je pense qu'il est dans des choses beaucoup plus simples que ça. Au tout début, moi, j'avais envisagé de faire une école de management et de commerce parce que je voulais bosser dans le marketing, la communication pour des grands groupes. Ça, c'était mon projet. Et j'ai un de mes partenaires qui m'a vraiment offert le truc sur un plateau en me disant on te finance ta formation, tu fais l'alternance chez nous, tu fais le tour des services et tu choisis où tu veux aller. Et après, en y réfléchissant bien, je me suis dit mais je suis pas faite pour bosser dans un grand groupe. Et ma mère a été très lucide et moi je suis vraiment quelqu'un de la montagne quoi. Et elle m'a dit mais Marie-Laure, pour finir gardienne de refuge à 40 ans, je vois pas ton délire. Et en fait, cette petite phrase-là, elle a vraiment fait sens. Je me suis dit, non, en fait, là, je vais m'enfermer dans quelque chose qui ne va pas me correspondre. Et donc, je me suis dit, OK, comment je vais pouvoir aider, accompagner les autres? Et donc, c'est pour ça que je me suis orientée vers l'accompagnement mental. Je pense que j'ai toujours eu la faculté, que ce soit pendant ma carrière ou après ma carrière, de fixer des objectifs. On parle souvent de la fixation d'objectifs, donc je pense que j'arrive à cibler là où j'ai envie d'aller. Et du coup, après, je pense que je suis active plutôt que d'être passive, mais j'ai aussi ce côté où j'accepte que les choses vont se faire et peuvent prendre un peu plus de temps. Et donc, tout ça fait que ça m'amène après à avoir ma stratégie, à avancer pour atteindre mes objectifs. Et effectivement, non. En fait, je pense que la plus grande difficulté que j'ai eue pendant ma carrière, c'était justement accepter que je pouvais avoir une vie aussi à côté du sport. Et c'est ce qui fait que j'ai mis beaucoup de choses entre parenthèses, volontairement et consciemment, parce que j'avais peur que ça me détourne de mon objectif. Donc, et c'est ce qui fait que du coup, j'ai été cramée à 25 ans. Quoi. Et donc, la première chose que j'ai fait justement à la suite de mon burn-out, ça a été de reprendre les choses qui me tenaient vraiment à cœur. Notamment l'alpinisme, passer du temps en montagne, en falaise, grimper. Enfin voilà, ça c'est des choses qui me nourrissent et du coup que je fais encore beaucoup. Donc c'est vrai que c'est les premières choses que j'ai fait à l'issue de ma carrière. Ouais, aujourd'hui mon rapport au sport il est plutôt dans le plaisir. C'est un besoin parce que ça fait partie de mon équilibre. Donc mais je le fais de manière plutôt raisonnée quoi. Je cours toujours sans montre. Enfin là j'ai repris la montre parce que je fais le marathon demain. Donc il a fallu que je m'entraîne. Mais c'est un truc que j'avais jamais fait depuis que j'avais arrêté quoi, de m'entraîner sur un programme d'entraînement. Donc je suis plutôt en mode plaisir, dans la nature. Après j'aime bien progresser, j'ai quand même ce truc où quand je fais des choses j'aime bien quand même avoir des objectifs, mais c'est plus des objectifs de sommet que j'ai envie de faire parce que je les trouve beaux. Enfin c'est plutôt dans ce sens-là quoi. Et pour moi aujourd'hui, remettre un dossard, ouais, j'hésite quoi. Là, on m'a proposé de courir le marathon pour tous, j'ai pas dit oui tout de suite quoi. Je me suis dit, est-ce que j'accepte? Après, je me suis dit, ah, ça va être à Paris, ça va être trop bien, c'est une opportunité. Donc, c'est plutôt ça mon rapport aujourd'hui au sport. J'en fais parce que c'est un équilibre pour moi, mais plutôt plaisir et je veux plus de contraintes. Alors, mes conseils pour les athlètes qui veulent prendre leur retraite, ça serait vraiment de s'entourer. Aujourd'hui, il y a des dispositifs qui existent dans les fédérations, mais aussi en dehors. Et il y a vraiment des personnes ressources.
Donc c'est déjà de savoir comment ça fonctionne dans leur discipline ou identifier des dispositifs pour être accompagné. Pour moi, ça c'est vraiment la priorité. Et après, c'est aussi de se faire confiance et surtout dans la phase de transition. Le piège, c'est par peur de ne pas gagner assez d'argent ou d'être dans le besoin, du coup de s'orienter vers des métiers qui ne nous conviennent pas, quoi. Et je trouve ça dommage d'avoir passé des années à faire un sport passion pour se retrouver dans un métier qui ne nous éclate pas, quoi. C'est prenez le temps et faites-vous accompagner pour justement cibler quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir et vraiment de vous révéler en tant qu'individu. Ma passion, c'est d'être dehors, c'est la nature, donc non, c'est la montagne. C'est du sport, mais ça marche. L'écriture. Ouais, j'écris, j'ai un petit carnet, j'écris, et des fois je me dis, ouais, je fais des petits poèmes et tout, mais pas grand monde dessus. Rafa Nadal, j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans sa tête, quand même, pendant toutes ces années.